Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Comme à l'accoutumée, nous sommes très heureux de cette fidélité que vous nous témoignez d'ailleurs tous les dimanches à 9 h sur les antennes de Canal 2 International. C'est la retro, 52 minutes de flashback, de comeback sur les sujets majeurs de la semaine. Et comme plat de résistance, nous aurons le processus de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC et le ping-pong juridique qu'on observe du côté de la FECAFOOT cette semaine. Et comme invité de cette édition, nous avons le bonheur de recevoir un cadre du RDPC, Monsieur Robert Mouté-Ambassa. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Retro. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça faisait un moment, je n'étais pas passé sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Je pense que nous allons, durant le cadre de cette émission, être à la hauteur. Merci messieurs d'être venus. Deux faits de société pour planter le décor de ce rendez-vous dominical. Infanticide du côté de Santhiou, c'est dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun. Et du côté de Bafia, la récolte du cacao tourne au drame. L'une des victimes, c'est un élève de la classe de première. Reportage. Dans ses bras, le cadavre de son bébé qu'elle aurait assassiné volontairement et brutalement. La nommée Anna Nyalale Tchegou, âgée de 24 ans, aurait commis ce crime pour remplir une mission que lui aurait confié le cercle occulte auquel elle appartiendrait. La scène se déroule dans la ville de Santhiou, région de l'Ouest. La brigade de gendarmerie de Santhiou s'est saisie de l'affaire. C'est lors de l'interpellation de la jeune femme que des blessures ont été découvertes au cou du bébé. À partir de 20h30, il y a une femme qui a accouché un mort-né de sexe féminin. Nous avons manœuvré la nuit avec le concours de ce chef du village. Quand on est arrivé sur le lieu, on a examiné l'enfant d'une manière profane. On a constaté que l'enfant avait une trace d'hématome sur la gorge. Ce qui nous a amené à transporter dame et enfant au niveau de la médecine, où nous avons réquisitionné le médecin pour nous donner la cause exacte de la mort. En ce moment-ci, elle est d'abord passée aux aveux qu'elle a appuyé le coup. Choqué, le sous-préfet de l'arrondissement appelle la jeunesse à plus de responsabilités. D'être responsable dans la société. Il ne faut pas copier l'exemple de cette méchante femme qui, je crois, doit subir des sanctions méritoires. La jeune maman sera conduite devant le procureur de la République. Elle risque un emprisonnement à vie. Il est 9 h en ce matin de dimanche lorsqu'est retrouvé Kissé Roméo, élève en classe de première au lycée classique de Bafia, gisant dans son sang. Il vient d'être frappé d'une lance par son oncle. Une première frappe mortelle dans le cou, puis une seconde dans la bouche. Arrivé alors à la maison, il nous a poursuivis là-bas. J'ai pris alors la direction de venir signaler à la police. Directement, on me trouve avec l'enfant. Il est entré dans ma propre maison avec une lance. Mon enfant. Une affaire de cueillette de cacao qui tourne au drame dans ce petit village calme de Niamson par Bafia. Le victime Bidias, revenant du champ avec la machette, disant que son oncle l'a appréhendé au champ en train de voler le cacao. Bon, après donc ils repartent au champ, ils reviennent ensemble, puisque le propriétaire du cacao avait déjà repris le cacao. Lui, il a dit qu'il ne pouvait pas laisser son cacao, que c'était son cacao. Le jeune Roméo succombera plus tard de ses blessures à l'hôpital de district de Bafia. S'ensuit alors une chasse à l'homme. Les amis et frères de la victime, à la poursuite de l'assassin Bidias, ne tarderont pas à le rattraper, à l'assommer, puis à l'éventrer. J'ai vu un attroupement se rendant vers la morgue. J'ai demandé de savoir ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'il y a eu assassinat. Alors, nous nous sommes rendus immédiatement sur le terrain avec les éléments. Malheureusement, à notre arrivée, le gars avait déjà subi les coups de machette de la population villageoise et même déjà éventré, les intestins étaient dehors. Un drame qui plonge le village dans la tristesse et le désarroi.
Pas une semaine sans enregistrer des plaintes des militants des organes de base du RDPC. Cela date depuis le déclenchement du processus de renouvellement des bureaux des organes de base de ce parti-là. Commençons par Baganté, où nous conduit notre correspondant Chialenaga. À la permanence du parti RDPC de Baganté ce lundi, des militants arrivent toutes les minutes. Mais alors, la nouvelle n'est pas bonne. Les élections prévues pour ce mardi sont à nouveau reportées. Ce sont les gens d'en haut qui sont en train de forger. Parce que depuis, on nous avait dit que les élections devaient être dimanche. Après dimanche, ils nous disent que lundi. Nous voici lundi. Ils nous disent que maintenant que c'est mardi. Après mardi, maintenant c'est mercredi. Nous ne savons pas comment ça marche. Au tableau, les militants regardent de façon désespérée les notes. À quelques heures des élections qui sont toujours reportées, la liste des électeurs n'est toujours pas affichée et les candidats restent inconnus. Je suis au courant de tous les candidats puisqu'ils sont passés sur le terrain se présenter. Pour l'OF, bon, je sais qu'il y a Madame Noumé, Madame Kecha, il y a la présidente Sultan. Et alors, à la commission électorale de répondre. Les listes ont été affichées hier et à la demande de certains candidats et en accord avec notre hiérarchie, on a retiré ces listes en vue des négociations dans l'optique d'obtenir des listes consensuelles. Selon des militants, le consensus prôné par la commission électorale ne fait pas l'unanimité dans les sous-sections. La liste qu'on a déposée n'est plus ce qu'on s'est entendu. Et quand nous montons là-bas, on ne veut même pas nous sentir. Au moment où nous quittions les lieux, certains militants nous annonçaient une marche de protestation en tenue du RDPC si rien n'est fait demain. Partons de l'ouest pour le littoral, précisément dans l'arrondissement de Massok-Son-Loulou, c'est dans le département de la Sanaga maritime. Les femmes frustrées renient le RDPC. Des images. RDPC, c'est fini, ici chez nous à Massok. Allez à là-bas, nous ne voulons plus aller à là-bas. RDPC, c'est fini, ici chez nous à Massok. Allez en arrière, nous ne voulons plus. C'est chaud dans le département de Son-Loulou. Madame la vice-présidente du Sénat, Chouès est descendue sur le terrain à l'effet de ramener la paix, de désamorcer la bombe. Les femmes qui ont bloqué tout le processus électoral, une certaine élite voudrait imposer un candidat qui n'est pas accepté de la base. Malgré la circulaire du président national du parti réglementant ces opérations sur le terrain, on remarque ça et là que le torchon brûle entre les élites du parti et les militants. Monsieur Mouti Ambassa, dans les colonnes du journal Le Messager qui date du 18 novembre dernier, il fait mention d'un candidat à Kribi au poste de président de section qui a été copieusement tabassé par une élite. Je pourrais le prononcer. Il accuse d'ailleurs le sénateur Mbamba et ses gros bras de l'avoir molesté, tabassé et bourré les urnes. Et il aurait été mis en soins intensifs dans une clinique de la place. Du côté de Garoua, Garoua 1er, Garoua 2e, Garoua 3e, ce sont les militants de base qui refusent de se faire imposer un candidat par l'élite. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait autant courir pour être président d'une section RDPC? Qu'est-ce qu'on gagne? Quels sont les avantages qui sont là derrière? Merci, madame, par rapport à cette question qui est très pertinente. Et je pense qu'il faut juste, en une minute, un peu d'historique pour comprendre pourquoi il y a ces ruées vers le président de section, vers le poste de président de section. Oui. En fait, beaucoup de gens s'attendaient à ce que le président Biya quitte le pouvoir en 2011. Oui. Alors, des groupes se sont formés, des noyaux durs, des états-majors et autres. Des gens, il y en a qui ont mis de l'argent de côté et tout ça. Malheureusement, pour ces gens, en 2008, on a sauté le verrou qui limitait le mandat présidentiel et du coup,
Autant que les Camerounais voudront, le président Biya sera reconduit. Vous comprenez que ces gens qui se préparaient déjà à remplacer le président Biya et son équipe, ces gens se retrouvent dans une situation inconfortable. Ils doivent ronger leurs freins. Oui. Alors, souvenez-vous que dans les années 90-92, 70% des militants du RDPC avaient déserté, étaient partis à l'opposition parce qu'ils pensaient que c'était la fin du régime du président Biya. Tout à fait. Tout un gouverneur de province même a démissionné, pensant qu'il sera ministre de la vision territoriale à l'époque, vous vous souvenez. Alors, ces gens, au bout de 10 ans, se sont rendus compte que le pouvoir du président Biya était toujours là. Vous savez, un pouvoir que Dieu vous donne, on ne l'arrache pas n'importe comment. Alors, le président Biya étant toujours là, beaucoup sont revenus au RDPC. Oui. Soit parce qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils s'étaient trompés, d'autres parce que quelque part il fallait revenir combattre le RDPC de l'intérieur. Oui. Et c'est ça qui a gonflé le nombre de militants chauves-souris qu'on a dans le parti aujourd'hui. Alors, ces gens qui sont rentrés et qui ont créé des noyaux durs, qui ont créé des groupes de pression, qui ont créé des états-majors, se sont organisés pour prendre le pouvoir de l'intérieur. Alors, le président Biya, qui n'est pas dupe, qui sait comment le Camerounais fonctionne, comment le Cameroun fonctionne, lors du dernier congrès, a apporté des grands changements qui ont bouleversé la stratégie de ces derniers qui voulaient s'accaparer du parti. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, le président, il y a deux façons de prendre le pouvoir au Cameroun. Par le mécanisme constitutionnel ou par le parti au pouvoir. Parce qu'il y a une disposition de l'article 27 alinéa 3 qui dit que le président national du RDPC est candidat à l'élection présidentielle pour le compte du parti. Donc, la troisième voie qui est la voie militaire, nous avons une armée républicaine au Cameroun. Elle n'est pas faite pour les coups d'État, c'est une armée qui est là pour garantir la légalité républicaine. Et donc, on évacue ce côté très rapidement. Il reste les deux partis. Donc, il faut maintenant aller dans le parti pour le contrôler. Et en voulant le contrôler, les dispositions du dernier congrès font que, avant, on avait par exemple des grands électeurs pour élire le président de section. C'était le président du comité de base, quelques membres du bureau de la sous-section et tout le bureau de section. Oui. Alors une personne ayant les moyens pouvait prendre tous ces gens, les garder pendant 2-3 semaines, les entretenir et les faire sortir le jour de vote pour aller être élu. C'était facile à faire. Au jour d'aujourd'hui, chaque militant à jour a droit de voter. Donc vous ne pouvez pas embrigader 1000, 2000, 3000 personnes. C'est pas possible, ça devient compliqué. Mais il va falloir que nous parlions du jeu. C'est pas fini, j'en viens. Lors du dernier congrès, on a responsabilisé un peu plus les présidents de section, qui sont aujourd'hui les chefs politiques de leur section. La section couvre le territoire d'un arrondissement. Et dans l'arrondissement, c'est le patron politique. Oui. Les ministres, les DG, les membres du comité central, les hauts responsables que le parti met en mission viennent lui donner un coup de main, mais ne se substituent pas à lui. Si vous regardez bien, dans beaucoup de sections au Cameroun, le président de section trône sur la grande chaise, les ministres et autres sont à côté. Maintenant, il y a quelques zones de résistance où certains continuent de matraquer, mais ils n'en ont plus pour longtemps. Donc, la section devient le poste privilégié choisi par ces gens pour changer de stratégie. Parce que je vous rappelle que les présidents de section sont des membres du Congrès et qui prennent part au vote. Si jamais même de l'intérieur, il faut faire des mouvements, changer quelque chose, 400, 500 présidents de section, ça représente un électorat important. Donc, vous voyez ces ruées, c'est parce que l'ancien plan qui existait de noyaux durs a des problèmes. Il faut maintenant aller récupérer de ce côté. C'est ça qui justifie la ruée vers les postes de président de section. Du coup, la base qui a compris que le président national veut lui renvoyer le pouvoir ne se laisse pas faire. Elle ne doit même pas se laisser faire. Les circulaires du président national et du secrétaire général sont là pour essayer d'encadrer le renouvellement des organes de base. C'est justement ces gens qui viennent sur le terrain, particulièrement les chargés de mission, et d'autres qu'on recrute sur le terrain pour des commissions locales qui ne maîtrisent pas les textes, qui sont en train d'essayer de bafouer les choses. C'est la raison pour laquelle les militants se plaignent et ne se laissent pas faire. Robert Mouti-Ambassa, il faudrait que nous parlions bien sûr du jeu trouble des élites du RDPC, bien qu'ils soient mis à l'écart, les ministres, les directeurs généraux à la course au poste dans les organes de base. On remarque bien sur le terrain et selon des sources dignes de foi qu'il y a des ministres, des directeurs généraux qui se baladent avec des mallettes d'argent, avec des cantines pleines de cartes du parti, ceci pour trouver, multiplier les candidats qui viendront voter au nom du RDPC. Cela permettrait de maintenir leur mentor au poste qu'ils occupent actuellement. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est ça la démocratie avancée ou alors la démocratie reste un luxe dans le RDPC? Je vous ai dit tantôt ce qui se passe en fait. Ces élites qui achètent les cartes
d'adhésion de cotisation des vignettes, doit remettre ces cartes au président de section qui doit donner à son tour au président du comité de base pour la distribution et aider les nécessités. Parce que tout le monde n'a pas d'argent pour payer ce qu'il faut passer. Il faut une carte de 500 francs d'adhésion, il faut 1500 francs pour le dépôt de cotisation pour une année, il faut encore des vignettes pour 1500 fois 4 ans. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas avoir cet argent. On peut comprendre. Moi qui vous parle, j'ai acheté les cartes d'adhésion, de cotisation des vignettes que j'ai remis au président de section pour renvoyer vers le président du comité de base. Vous avez acheté les cartes, vous avez également donné de l'argent à ceux à qui vous remettez les cartes? Non, on ne donne pas l'argent, c'est interdit. Moi, les cartes, c'était pour donner aux nécessités. La procédure, c'est de passer par le président de section qui lui donne au président du comité de base. Maintenant, si vous venez avec des cartes et que vous voulez gérer vous-même pour donner au président du comité de base, de façon à choisir qui va lire pour vous, évidemment, ça part contre le texte du parti. Et je peux vous garantir que le sommet politique qui précède les listes électorales dans le parti a démontré beaucoup de choses. Moi, je suis dans la section du côté de Bafia 1, Babinoubou Centre 1. Je peux vous garantir que le sommet politique a beaucoup maigri. Parce qu'avant, c'était gonflé pour les questions électoralistes. Oui. On avait 151 comités de base. Aujourd'hui, avec le sommet politique, on aura moins de 50. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 comités de base qui étaient fictifs. Vous comprenez que le dispositif mis en place est en train de casser les noyaux durs et ils veulent se rattraper en récupérant les sections. Et les militants là-bas ne doivent pas se laisser faire. Les textes du président national et du secrétaire général doivent être appliqués à la lettre, sauf dérogation venant du secrétaire général, comme par exemple pour les élections. On a dit, à partir du moment où quelqu'un a la carte d'adhésion, il peut voter. Parce qu'avant, c'était carte d'adhésion, cotisation à jour, carte d'identité pour faire part au vote. D'accord. Selon l'esprit de la circulaire du président national du RDPC, Paul Biya voudrait éviter les dissensions, les guerres de positionnement, les investitures qu'on a remarquées ça et là. La circulaire va plus loin en précisant que plus que jamais, le parti a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes loyaux, convaincus, voués avec abnégation au service du parti dans l'intérêt de la nation. Au regard du spectacle auquel on assiste avec ces opérations de renouvellement des bureaux des organes de base, êtes-vous convaincu que Paul Biya soit encore en phase avec ses militants de base? Le président a été en phase avec les militants de base, mais il est bien conscient qu'il y a une certaine élite. Qu'est-ce qui explique bien ces bagarres? Si on respecte la circulaire, il n'y aurait pas de bagarre sur le terrain, on va juste appliquer la circulaire. Justement, la circulaire ne peut pas être respectée parce que les gens s'étaient déjà organisés en groupe pour conquérir le pouvoir. Ça veut dire qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Non, ils ne regardent pas dans la même direction. Ce n'est pas dans l'intérêt du parti. C'est pas parce que quand vous allez regarder, beaucoup de ces gens qui sont sur le terrain n'ont jamais vraiment milité. On connaît ceux qui militent sur le terrain. On connaît ceux qui encadrent des militants sur le terrain. On les connaît. Quel est leur profil? Maintenant, par exemple, je vous prends un cas simple qui concerne le président de section. On a dit qu'il faut être soit membre du comité central, membre du bureau politique, soit membre du bureau des femmes, être membre du bureau d'ancienne section, et au niveau de la sous-section, président, vice-président, trésorier et secrétaire. Seuls sont les anciens maires et députés peuvent faire acte de candidature. Toute cette élite qui ne représente pas ça et qu'on a écarté, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils sont partis se mettre dans les listes de section en position de vice, de secrétaire, de ceci, de délégué, de cela, parce qu'ils se disent qu'à la prochaine opportunité, étant dans cette position, ils pourront postuler. Alors que c'est les gens qui ne militent pas, on les voit tous les jours. Des gens même qui ont combattu le RDPC à un moment donné, et où le RDPC, quand je veux dire 70% étaient partis. Aujourd'hui, c'est beaucoup de ces gens qui contrôlent le système, et du coup, ça met en difficulté le militant à la base, ça essaie de bloquer toutes les actions que le président mène. Regardez même, si je fais une transposition, regardez même sur le DSCE, le projet structurant, les plans d'urgence et tout. Pourquoi ça n'avance pas? Ce n'est pas l'opposition qui empêche d'avancer. C'est des gens qui sont au pouvoir, au parti au pouvoir, qui n'arrivent pas, qui refusent de faire avancer. Monsieur Moutiamba, vous êtes cadre du parti, membre du comité central. Avez-vous le sentiment, croyez-vous que le RDPC va survivre encore un peu plus longtemps? Quand une maison a des problèmes au niveau de sa fondation, il va sans dire que c'est toute la bâtisse qui va s'écrouler dans les tout prochains jours. Est-ce que vous le sentez comme ça? Je crois que la maison n'a pas de problème au niveau de la fondation. L'ORDPC, tel qu'il a été... Il y a quand même beaucoup de bagarres au niveau des militants de base. Tel qu'il est phagocyté de l'intérieur par tous ces gens qui sont revenus, soit parce qu'ils sont convaincus, d'autres parce qu'ils viennent combattre de l'intérieur, d'autres parce qu'ils font partie des groupes qui s'organisent pour prendre le pouvoir. Alors, compte tenu de tout ça, évidemment, au jour d'aujourd'hui, si le président Biya n'est pas là, l'ORDPC va disparaître.
ne faut pas rêver. Il va disparaître. Par contre, les changements qui sont en train d'être mis sur pied, qu'on est en train de mettre sur pied, vont permettre aux partis de résister. C'est la raison pour laquelle ces gens qui étaient dans des groupes qui veulent maintenant passer par d'autres filets pour rester positionnés, il faut qu'on les neutralise. S'ils réussissent leur coup en prenant les sections, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Parce que le jour où le président n'est pas là, le RDPC c'est fini. Alors que si c'est des vrais militants convaincus, comme quand par exemple le président est attaqué de l'extérieur, quand le parti est attaqué, vous voyez combien de gens montent au créneau pour défendre le président ou le parti. Très peu. Pourtant ils tombent tous là. Nous qui montons au créneau, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière off? Ils nous disent, vous prenez des risques, hein, vous savez, quand le président va tomber, il va partir avec vous, hein, et nous on va rester là. Hein. Bon. Vous comprenez que c'est une parodie, quoi. C'est quelque chose qui est difficile, qui est indigeste. Et je pense que les changements que le parti depuis le dernier congrès a mis sur pied doivent aller au terme. On doit s'assurer que toutes les listes qui vont passer, que ce sont des vrais militants. Le comité central doit le secrétaire général du comité central doit veiller à ce que les membres, les militants qui seront validés à ce poste sont de vrais militants qui ont fait leurs preuves. Tous ceux qui sont parachutés ou qui viennent à la dernière minute pour essayer de se faire introduire, doivent être destitués. Parce que si on les laisse, ça veut dire qu'on laisse le parti entre les mains. Beaucoup de vrais militants aujourd'hui reculent. Parce qu'ils se rendent compte que c'est ces faux militants chauves-souris qui ont du vent en poupe. C'est eux qu'on voit partout, c'est eux qu'on nomme partout. Et du coup, les autres commencent à dire, mais attendez, je vais aller me casser la gueule dans une histoire où j'ai l'impression que je barre contre le vide. D'accord. Nouveau rebondissement sur le sort de Tombi Aroko Sidiki et compagnie après l'annulation par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du processus électoral ayant conduit à la tête de l'instance fêtière du football. Mercredi dernier, Pierre-Ismaël Bidoumpat, le ministre en charge des sports et de l'éducation physique, a rendu public un communiqué dans lequel il validait l'élection de Tombi Aroko Sidiki à la tête de l'Africa Foot. Quant à la question relative à la compétence de la CCA et à l'épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, le ministre des Sports condamne l'instance juridictionnelle d'avoir outrepassé ses compétences. En clair, M. Robert Mouté-Ambassa, que reproche le ministre au CCA? Ben, madame, c'est une question assez complexe. Moi, je vais répondre comme un homme politique. Vous comprenez? Dans tout ce qui se passe, on doit se poser d'abord une seule question. À qui profite le crime? Le ministre a posé des actes. Il y a, je ne sais pas, quelques oiseaux de mauvaise augure qui ont investi les plateaux de télévision depuis quelques temps pour pérorer et puis essayer de dire le pour et le contraire. Je peux vous dire que ils pourront le dire autant de vous. Hein? Tout à fait, tout à fait. Moi, je dis ceci. Le ministre a pris une décision en tant que ministre. Et le ministre a pris une décision. Est-ce que cette décision est dans l'intérêt du Cameroun ou pas? Pour moi, si. Oui. OK? Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de certaines échéances. On ne doit pas passer le temps. Ça fait 26 mois qu'on a passé à normaliser. Avant la normalisation, Tombi était déjà combattu. Avant même qu'il ne soit candidat, madame, vous vous souvenez, sur le plateau ici. Oui. Et c'est même ça qui m'avait encouragé ce jour. Dit, mais tel qu'on évite ce monsieur, peut-être qu'il a de la compétence. Parce que au Cameroun, c'est comme ça. Quand vous êtes bon, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez beaucoup de problèmes. Alors, avant qu'il ne soit même candidat, il était déjà combattu. Candidat, il était combattu. Élu, il est combattu. On va reprendre cette élection 10 fois, c'est les mêmes gens qui sont là, 10 fois il va gagner. Il faut pouvoir à un moment avancer. Ils disent que oui, c'est une question de droit, c'est une question de justice. Je suis bien d'accord. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit et nous sommes censés ignorer la loi. Tout à fait. L'article qui est querellé... Je n'ai pas fini, madame. Non, je reviens à vous. Okay. L'article qui est querellé fait bien partie d'une loi édictée par le gouvernement en 2011 et non des textes, des statuts de la FECAFOOT. Tout à fait. Alors, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a-t-elle dit le droit? Oui ou non, la main sur le Madame, le droit est fait par les hommes. Oui. Ça ne tombe pas du ciel. Et elle est modifiée par les hommes. Tout à fait. Et à un moment donné, au Parlement. Et à un moment donné, parfois, on peut piétiner un peu le droit si la raison d'État, si le besoin de maintien de l'ordre s'impose. Et quand on parle de droit, les gens oublient une chose. Qui est le patron du droit au Cameroun? C'est le président de la République. Oui. Qui est le patron politique au Cameroun? C'est le président de la République. Qui est le patron de l'exécutif? C'est le président. Donc, la même personne cumule tous ses pouvoirs et délègue
de part et d'autre ces pouvoirs. Aujourd'hui, le président Paul Biya condamne l'anarchie. Il a dit plusieurs fois dans ses discours. C'est même un très grand légaliste. Il ne condamne pas l'anarchie. Mais le président de la République, en tant qu'homme d'État, peut prendre des mesures qui s'imposent pour préserver l'État du Cameroun d'une guerre ou de quoi que ce soit. Il peut à ce moment passer outre parce qu'il a la capacité de pouvoir le faire. Il a été élu par les Camerounais. Il est là pour permettre au Cameroun de vivre tranquille, continuer de vivre tranquille et que les intérêts du Cameroun ne soient pas bafoués. Aujourd'hui, la décision du ministre, pour moi, va dans l'intérêt supérieur de la nation pour que le Cameroun reste la tête hors de l'eau. Bon, maintenant, s'il faut aller appliquer le droit, évidemment, il y a eu une décision de justice de la Cour qui a annulé un article qui peut ricochet annule. Je suis bien d'accord, je ne suis pas contre cette décision. Hein, mais cette décision, est-ce qu'elle vaut la peine de l'appliquer ou ne pas l'appliquer? C'est à ceux qui doivent l'appliquer qui l'ont fait. Maintenant, eux, ils ont le droit d'aller dans les recours successifs. Le risque, c'est que j'ai entendu des gens dire que la FIFA suspend le Cameroun quand il a retiré le point comme ça a été fait à une époque. Mais il faut comprendre que la FIFA, c'est aussi les hommes. Et malheureusement ou heureusement, la FIFA, c'est le Cameroun qui dirige la FIFA. C'est le Cameroun qui dirige la CAF. C'est une situation qui donnerait encore du grand moudre à la FIFA. Les questions d'ingérence du gouvernement dans les affaires de la FECAFOOT. Vous ne pouvez jamais mettre tout le monde en face. Moi, je pense. Il y a quand même le principe de parallélisme de forme. Si nous avons voté une loi et que nous ne voudrions plus que cette loi fonctionne par le même mécanisme, on va voter une autre loi et on oublie l'ancienne. Madame, ce n'est pas un problème. Tous ces changements peuvent se faire après. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire et reprendre forcément les élections? L'équipe qui est actuellement en place peut réunir le comité exécutif, modifier l'article en question ou supprimer l'article et faire changer l'Assemblée. Pourquoi? Ça sera toujours les Camerounais qui sont à la FECAFOOT, que ce soit tombé ou un autre. Dans tous les cas, aucune loi n'est parfaite. On les change au fur et à mesure qu'on évolue. La Cour a dit quelque chose et j'ai lu le document de la note du ministre. Cet article va être modifié ou remplacé ou supprimé. Ça peut être fait par l'équipe actuelle. Mais ce n'est pas le ministre qui va la modifier, il n'a pas compétence. Non, la FECAFOOT peut convoquer une assemblée générale pour modifier tout ça. Ils ont la compétence. Mais on ne peut pas laisser vacant une institution comme celle-là à quelques mois d'une compétition internationale. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut apporter les changements. Je suis pour qu'on change, qu'on enlève cet article, mais je ne suis pas pour qu'on recommence tout le processus de normalisation à zéro parce qu'on a fait 26 mois pour retomber sur la même chose. On a parlé du droit, c'est un pompon juridique. Donc on dit qu'en un mois, 2 mois pour résoudre le problème. Le même était le 5 août à Yaoundé, quand l'Assemblée générale a voté les statuts, les textes. Tous s'embrassaient, pour une fois on a des meilleurs textes, ça va aller dans le bon sens. Tous ces gens qui sont sur le plateau ont dit que c'était bon. Pourquoi, quand ils ont payé les élections, ils partent maintenant sortir quelque chose à côté pour dire que ce n'est plus bon? Moi je pense qu'il y a des intérêts individuels entre ces gens-là qui posent problème. Ils ne mettent pas l'intérêt de la nation. Pensez-vous que le droit a été dit dans Je vous ai dit, madame, si pour des raisons d'État, pour des raisons de maintien de l'ordre, on peut piétiner le droit. Partout dans le monde. Vous ne pouvez pas ne pas. Si le droit doit entraîner du désordre, on piétine le droit. Ça, c'est clair. Le droit est fait par les hommes. Tout à fait. Et je vous dis une chose. Le pouvoir du ministre des Sports c'est une délégation du pouvoir du président de la République. Le pouvoir de la justice, c'est une délégation du pouvoir du président de la République. Le pouvoir de l'exécutif, c'est une délégation du pouvoir du président national qui est seul l'élu que le Cameroun a mis en place. Donc, si le ministre a parlé, je pense que le ministre, il a bien dit quelque part qu'il a contacté tous les partis. Je suis sûr qu'il a parlé à son premier ministre, sûrement le SGPR et peut-être le président. Pourquoi pas Issa Yatou? C'est quelqu'un qui le connaît depuis. Lui passer un coup de foule, lui dit j'ai tel problème. Issa dit bon, ok, vas-y la tête. On ne sait pas, ces gens qui s'agitent, ils s'agitent dans l'intérêt du Cameroun. Si c'est dans l'intérêt du Cameroun, ils ont intérêt à cette terre parce que nous on est fatigués. Vous êtes très proche, vous êtes légaliste, M. Mouté Ambassa. Vous savez qu'au Cameroun, en matière de sport et d'éducation physique, l'instance juridictionnelle la plus compétente, c'est le CCA. S'il faut attaquer les verdicts, c'est au tribunal arbitral sportif en Lausanne. Le ministre camerounais en matière des sports aurait pu attaquer cette décision au niveau du TAS. Qu'en pensez-vous? Il faut noter une chose qui échappe à beaucoup de gens. Ce tribunal n'est pas un tribunal formé de magistrats comme quand vous portez plainte à quelqu'un à Bonanjo. Hein. Ce n'est pas des magistrats, c'est des Camerounais qui maîtrisent le sport, qui sont dans le sport, qui sont choisis par les deux parties pour donner, et ils sont libres d'exécuter ou non la sentence de cet organisme. Aujourd'hui, ceux qui sont contre peuvent aller au TAS. Le TAS ne viendra pas au Cameroun imposer au Cameroun. Le TAS ne viendra pas au Cameroun imposer au Cameroun de faire ce que ces gens-là veulent. Non.
Le Cameroun est un État souverain. C'est le Cameroun qui a fini l'Africa Foot partout. Ce n'est pas l'inverse. Donc l'Africa Foot ne peut pas être un État dans l'État. Il faut bien que ces gens comprennent qu'à un moment, il faut arrêter. Parce que moi, je suis allé quand même poser des questions. Est-ce que c'est vraiment des Camerounais? Parce que des Camerounais, pour l'intérêt général du Cameroun, devaient comprendre que la décision du ministre est la bonne. Il vaut mieux taire les divergences et essayer d'avancer. Maintenant, aller combattre son propre pays, son État, je me demande si ces gens sont des vrais Camerounais. D'accord. Les personnes légalistes vont vous dire, vous semblez ne pas être partisan d'un État de droit. Mais je leur ai dit une chose. Au Cameroun, comme dans les pays africains, le président de la République est le chef de la magistrature. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Le président de la République est le chef politique. Donc, tout ça se retrouve en une personne. Et dans le cas d'espèce, le président de la République est le chef du ministre des Sports. Il est le chef du ministre des Sports. Lui, il a délégué au ministre des Sports ses compétences en matière de sport et éducation physique. Donc, le ministre des Sports parle au nom du chef de l'État. Nous restons dans le versant sportif pour parler du Cameroun qui est qualifié pour la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018, auteur de 3-0 à Niamey au Niger en match aller. Stéphane Biya et ses coéquipiers ont été tenus en échec. 0 but partout à Yaoundé, c'était mardi dernier. Monsieur Mouti Ambassa, vous avez certainement regardé les deux matchs. Match retour, match aller, 3-0, match retour, 0 but. Devant les Camerounais, sur la terre camerounaise, qu'est-ce qui n'a pas marché en moins de 3 jours seulement? Oui, moi je pense que notre équipe nationale, depuis quelque temps, nous a habitués quand même à des variations de vitesse, parfois qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui. Autant ils ont fait très bonne impression à l'aller, hors du pays, et autant au retour, ils jouaient comme s'ils faisaient le minimum. Est-ce qu'ils n'ont pas eu assez de temps de récupération? Est-ce que c'est le fait qu'ils sont revenus dans la chaleur, ils sont dans les championnats en Europe, il fait de plus en plus froid, ils viennent au Cameroun, il fait très très chaud. Est-ce que tout ça a influencé leur rendement? Mais quand on regarde dans le passé quand même, ça faisait très longtemps que le Cameroun n'avait pas donné satisfaction à ce niveau-là. Gagner un match avec 3 buts d'écart à l'aller. Je pense qu'on a mis une nouvelle équipe, des coachs. On leur a donné un challenge, on leur a dit, bon, vous gagnez les 2 matchs aller-retour pour que vos candidatures soient prises en compte dans la prochaine nomination des coachs. Le Cameroun est donc qualifié pour la phase de poule. Non, ce n'était pas la qualification, ils devaient battre les 2 matchs. Ils ont battu un, ils ont battu. Et ils ont fait match nul. Ça veut dire que ça se porte mal. Ils ont gagné un match, les 2 coachs ont gagné un match, ils ont fait match nul. Ça veut dire que Alexandre Bellinga et Dionke Bonaventure devraient craindre pour leur confirmation au poste d'entraîneur? Non, je pense que leurs dossiers vont être pris dans le paquet de dossiers qu'il faut analyser parce qu'ils ne sont pas seuls Camerounais qui sont aptes. Il y a des Camerounais comme Patrick Mboma qui ont le diplôme d'entraîneur, qui ont fait le haut niveau, qui ont de la capacité à gérer cette équipe parce que vous savez, ce qui se soit passé avec les entraîneurs camerounais, c'est que les entraîneurs camerounais sont des fonctionnaires de l'éducation physique. Ils gagnent peut-être 200, 300 000 francs le mois. Ils ont en face des joueurs qui gagnent des dizaines, des centaines de millions. Vous comprenez que ce n'est pas facile de gérer ce genre de groupe. Des gens qui n'ont pas été habitués à parler gros chiffres. Du coup, ça fait beaucoup de business, comme je ne vais pas revenir dans le détail. Par contre, des joueurs qui ont le diplôme d'entraîneur, comme des Patrick Mboma, qui ont fait le niveau, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont été des grands joueurs et qui peuvent dire à n'importe quel joueur de l'équipe Cameroun, toi tu joues mal, toi tu joues bien, sans avoir besoin d'être acheté, sans avoir besoin de dire que oui mais tu n'as jamais fait ce niveau. Je pense qu'il faut jouer sur ça aussi, c'est important. C'est ce qui a fait que nos coachs successifs ont eu des problèmes. On a eu des cas comme Akono Jean-Paul, des cas exceptionnels, où il est allé nous faire gagner la coupe aux Jeux Olympiques. Mais quand vous regardez, c'était des jeunes de moins de 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui, à cet âge-là, ont encore peur de l'aîné, et n'ont pas encore beaucoup d'argent. Il y avait 2 anciens qui étaient déjà dans le haut niveau, c'était Patrick Mboma et Edo, qui ont fait la différence. Mais venir au niveau des seniors, ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Moi, je pense que nous avons atteint la maturité nécessaire pour avoir des coachs camerounais. Il y en a plusieurs, j'ai cité un, mais il y en a d'autres aussi qui ont fait le haut niveau, qui peuvent toiser les grands joueurs actuels. Parce que vous savez, quand vous avez été joueur dans le championnat du Cameroun... Monsieur Mouti Ambassa, on peut avoir un diplôme d'entraîneur. Maintenant, l'expérience d'entraîneur sur le terrain,
Ça compte. Oui, ça compte, mais aujourd'hui, le football, on a perdu notre football. Vous savez, les Africains avaient un football particulier à l'image du football du Brésil. Avec balle au pied, on jongle, on dribble, on monte, on descend. Aujourd'hui, tout le monde a calqué le football sur le style européen. C'est les passes, on sait d'avance où est-ce que tu vas envoyer le ballon, on sait d'avance où est-ce que ça va arriver. Donc du coup, les gens font des tactiques et autres pour vous contrer. Mais quand on garde notre génie naturel, balle au pied, d'improviser, comme les Roger Mila sont restés les grands joueurs. Pourquoi? Parce que les gens qui balle au pied, tu ne sais pas d'avance ce qu'il va faire. Et il peut faire n'importe quoi avec le ballon. C'était ça notre football. Aujourd'hui, c'est des passes bien tracées. Donc, on n'a plus des joueurs d'exception. Des joueurs qui peuvent changer le cours du jeu parce qu'ils ont un génie personnel. Le génie personnel est tué depuis les centres de formation. On vous fait jouer un peu à l'occidental et du coup, vous perdez votre génie individuel qui fait la différence avec les autres. Tous ceux qui ont été grands dans le monde ont été grands à partir de leur génie individuel. Vous prenez Maradona, il faisait du ballon ce qu'il voulait. Vous prenez Lionel Messi, il fait du ballon ce qu'il veut. Vous prenez Eto'o, il fait du ballon ce qu'il veut. Vous prenez Roger Mila, il faisait du ballon ce qu'il voulait. Mais au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que l'équipe stagne. Pourquoi? Parce que ces gars, le football est devenu un métier. Les gens, dès l'école primaire, commencent à dire « je vais être footballeur comme Roger Mila, je vais être footballeur comme Eto'o ». Et du coup, ils rentrent dans une école qui fait en même temps football école, et il travaille, à force de travail, il arrive. Mais les gens qui ont le don naturel du métier sont de moins en moins visibles, et c'est eux qui manquent à nos équipes en ce moment. C'est un jeu à cette époque-là. Assemblée nationale, le projet de budget, enfin sur la table des députés, 4 235 milliards, c'est l'enveloppe budgétaire présentée par l'exécutif au Parlement camerounais. Alors, M. Mouté Ambassa, qu'est-ce qui fera la particularité de ce budget, selon vous? Ce budget est en hausse de près de 13%. J'ai suivi le speech du Premier ministre. Oui. Je pense que la hausse a deux raisons essentielles. La suite de la guerre contre Boko Haram et puis le plan d'urgence qui a perdu déjà 1 an sur son programme parce qu'il a manqué de l'argent. Oui. Je crois que ce budget va permettre que si les recettes vont dans la même direction, qu'on puisse continuer à sécuriser notre territoire et maintenir notre intégrité et en même temps essayer de faire avancer quelques projets parce que durant toute l'année qui s'est écoulée, c'était que du spectacle. Personne n'arrivait à avancer, mais tous faisaient croire que ça avance parce qu'en fait, c'est un système et puis les gens qui sont dedans, chacun veut faire croire que ça marche, même si ça ne marche pas, il veut faire quoi. Mais là, avec les moyens, je crois que ça va décoller effectivement. D'accord. Tracasserie policière, les camionneurs sur le corridor Douala-Bangui disent trop, c'est trop. 176 postes de contrôle, 234 000 francs à débourser pendant le voyage. Et depuis 2013, 21 chauffeurs camions camerounais ont été assassinés sur ce corridor. Clarence Nyongo. Depuis plusieurs mois, les syndicats des transporteurs des corridors Douala-N'Djamena-Douala-Bangui essayent de faire entendre leur voix. Les arnaques et tracasseries policières de toutes sortes, ils n'en veulent plus. Nous avons enregistré plus de 176 postes de contrôle quittant Douala pour arriver jusqu'à la frontière. C'est mis à 234 000 francs de dépenses, surtout sur la route, non? 234 000. Mais où va les 234 000? C'est contre quoi? Ça va où? Le racket, voilà le lot quotidien des services de police, de gendarmerie et de douane de la sous-région Afrique centrale. Pourtant, les seuls points de contrôle autorisés en transit sont les checkpoints. Unique document exigé, le sauf-conduit international. Ils perçoivent des sommes illégales qui montent de 10 000 francs à 35 000 francs. Sans un récépissé ou bien sans leur délivrer une quittance quelconque. Hormis les tracasseries policières, l'insécurité sème la panique sur les différents corridors. Déjà 21 transporteurs camerounais tués en République centrafricaine depuis 2013. Ce sont des gens armés qui se cachent en brousse lors du convoi maintenant. Restent en brousse et tirent sur le convoi, abattent nos adhérents. C'est ça qui dérange beaucoup. Si les partis n'ont pas pu respecter leurs propres engagements, je crois qu'il est temps qu'on dise à nos adhérents de ne plus desservir la RCA parce que trop, c'est trop.
La rencontre de Ngaoundéré a permis de consigner des recommandations qui seront transmises au gouvernement du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine, avec en perspective la création d'une plateforme sous-régionale. Robert Mouti-Ambassa, est-ce que vous y comprenez grand-chose? La RCA est ravitaillée par le Cameroun. Les camions partent du port de Douala pour ravitailler la RCA, mais chemin faisant, ils se font agresser, ils se font même tuer par des bandits de la RCA. Imaginez-vous s'il arrive que les camionneurs mettent leurs menaces à exécution, c'est-à-dire ne plus ravitailler la RCA. Comment est-ce que vous imaginez la suite? Je crois qu'il faut faire du ménage un peu dans cette corporation. Parce que vous savez, il y a les vrais camionneurs qui prennent du matériel, des produits hors taxe au port de Douala pour aller livrer en Centrafrique, au Tchad. Mais il y a des faux transporteurs camionneurs qui sont des gens qui prennent hors taxe, Sonara, port de Douala et tout, au-dessous de quelques kilomètres, reviennent vers les stations redéverser les produits qu'ils ont pris, qui ont pour destination la Centrafrique, mais ça n'arrive pas en Centrafrique, ça rentre dans les stations au Cameroun. C'est pareil pour les autres produits. Et du coup, ces messieurs, c'est eux qui, à coup de bras, payent pour essayer de passer librement. Parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Imaginez-vous, on achète le litre de super hors taxe à Sonara, qui doit aller en Centrafrique parce que la TVA, les taxes seront imposées là-bas sur place. Dès qu'il sort de Sonara, au lieu d'aller en Centrafrique, il vient à Douala, il va à Limé, à Bouya, il va je ne sais pas où. Et la marge bénéficiaire que ces messieurs prennent, ces marketeurs prennent, est assez importante. Et du coup, ils ont de l'argent pour soudoyer par-ci, par-là. Mais le vrai camionneur qui passe, qui n'a pas de l'argent pour faire comme ces derniers, se retrouve en difficulté. Donc je dis, il y a un nettoyage à faire et un système à mettre en place pour contrôler, savoir que le litre de carburant de Sonara, la marchandise qui part du port, qui est hors taxe, qui part en Centrafrique, rentre effectivement en Centrafrique. Et un mot sur les tracasseries que connaissent ces camionneurs sur la route. On parle quand même... Je voulais expliquer que c'est ces gens qui font la contrebande qui ont montré que ce trajet a beaucoup d'argent. Du coup, vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qu'il y a de l'argent qui n'a pas, ils ne viennent pas. Et les gens qui font les tracasseries restent sur le tracé parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Ce n'est pas compliqué à comprendre. 10 minutes. C'est pour ça qu'il dit, en nettoyant la corporation, il n'y aura plus d'argent. Et on va mettre des vignettes spéciales pour les vrais transporteurs. Et je crois qu'on a plus ce problème. Mais on ne peut pas non plus contrôler. Ça va éviter que les Camerounais se fassent assassiner sur le corridor. Vous savez, on bagarre seulement là où il y a l'argent. Là, il n'y a pas d'argent, vous ne voyez pas les gens bagarrer. Revenez à la Fédération camerounaise de football. Il y a des fédérations, là, on cherche même des gens pour venir donner un coup de main. Il n'y en a pas. Pourquoi on parle d'Africa Foot? C'est parce que quelque part, ça a plus d'argent. Donc, partout où il y a de l'argent, vous allez trouver des Camerounais. J'en profite pour embrayer sur la question relative au coût de l'essence. Lundi dernier, on a observé la levée de grève des transporteurs urbains qui s'offusquaient de ce que le coût du baril a baissé sur le plan international. On est parti de $110 à $50. Parfois, c'est même tombé à $40 avant de remonter. Qu'est-ce qui explique qu'au Cameroun, le coût de l'essence à la pompe ne connaisse pas une chute? Le coût de l'essence à la pompe ne peut pas connaître une chute immédiatement. Pourquoi? Parce que si vous prenez les choses en sens inverse, avant que le prix du baril ne monte de 50 à 110, il avait un prix. Il est monté jusqu'à 110. Ce prix a été bridé par l'État pendant peut-être 5-6 ans. Il n'y avait pas d'augmentation. Pourquoi? Parce que l'État subventionnait et la Sonara et le gaz importé. Au jour d'aujourd'hui, le prix est revenu à l'ancien taux, légèrement au-dessus de l'ancien taux qu'on avait. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a eu un passif, il y a eu des dettes de l'État vis-à-vis de Sonara. Il y a tout ce passif qui dépasse 1400 milliards qu'il faut payer. Donc forcément, au jour d'aujourd'hui, Sonara qui se ressent un peu mieux dans son fonctionnement, doit trouver ses équilibres. L'État doit payer ses dettes et enfin, on pourra maintenant retrouver la situation où le prix du baril qui monte avec le prix à la pompe, il descend à la pompe. Donc, pour atteindre ce niveau, il faut attendre 4 ans facile, 4 à 5 ans. Et la baisse actuelle ne va pas faire moins de 4-5 ans. Elle va rester pendant longtemps. Et justement, après, il faudra bien que Sonara, devenu autonome, sans subvention, peut évoluer et aller dans le sens comme dans l'autre en fonction des prix du marché. 8h30 ce vendredi, une fusillade éclate à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Hôtel réputé recevoir des clients étrangers pour la plupart.
Les assaillants arrivent à bord d'un véhicule doté d'une plaque diplomatique. Ils montent jusqu'au 7e étage et tirent. À ce moment-là, les déclarations sont au conditionnel. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une prise d'otage. 9 heures, le groupe hôtelier Résidor publie un communiqué qui confirme la prise d'otage de près de 170 personnes, dont 140 clients et 30 employés. Les assaillants sont arrivés et ont crié « Allah Akbar ». Quelques minutes plus tard, les forces de sécurité maliennes se rendent sur les lieux et forment un périmètre de sécurité. Débute ainsi l'assaut. Vers 10h10, 2 femmes sont évacuées, puis s'ensuivent d'autres libérations d'otages. On parle à ce moment-là de 80 personnes qui regagnent l'extérieur de l'hôtel. 11h, Boubacar Keïta, chef d'État malien en visite au Tchad, rebrousse chemin. Par ailleurs, le ministre malien de la Sécurité assure vouloir neutraliser les terroristes sans faire de victimes. Entre-temps, les nouvelles fusent. On annonce la découverte de 3 victimes. On parle ensuite de 18 corps. Vers 16h, l'information sur le décès de 2 assaillants circule et à 16h40, la prise d'otages se termine. Une journée marathon digne d'un thriller qui a débuté à 7h du matin en réalité. Bilan de cette folle journée à l'hôtel Madison Blue de Bamako, au moins une 20aine de morts, 2 policiers blessés. En fin de journée, près de 200 personnes ont pu quitter les lieux. Sur le plan de la mobilisation, le GIGN français et les forces spéciales américaines sont intervenus dans l'assaut en renfort aux forces maliennes. Le président nigérien a manifesté sa solidarité dans cette situation de crise sécuritaire. Obiang Nguema, pour sa part, a repoussé la date de remise du prix UNESCO de la Guinée équatoriale pour montrer son soutien au peuple malien. L'attaque aurait été revendiquée sur Twitter par Al-Qaïda. Paris accueille ce lundi le forum des dirigeants de la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO. Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus, le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Il prononcera un important discours à cet effet. Le couple présidentiel est arrivé à Paris dimanche à 18h06 via l'aéroport d'Orly, où il a été accueilli au bas de la passerelle par le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, Joseph Atangana, quelques officiels français et les militants du RDPC. Le chef de l'État arrive à Paris dans un contexte marqué par les attaques terroristes, ayant fait 129 morts et près de 352 blessés. Cette présence de Paul Biya témoigne à suffisance l'excellence des relations qui lient le Cameroun à cette prestigieuse organisation des Nations Unies. Surtout que le professeur Ebenezer Djombole a été élu comme membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Youssouf Adjidja Alim, ministre camerounais de l'éducation de base, porté à la présidence du comité des sciences sociales et humaines. Au menu de ce forum, la célébration du 70e anniversaire de cette organisation. Un tête-à-tête est annoncé entre le président Paul Biya et Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce dimanche. Nous vous disons merci de nous avoir suivis de bout en bout. Et Monsieur Mouté Ambassa, nous vous disons merci de l'honneur que vous nous faites chaque fois que nous sollicitons votre expertise sur les questions de politique, sur les questions de transport et de pétrole. Merci, monsieur, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Portez-vous bien à la maison. Dimanche prochain, ce sera notre rendez-vous. Nous serons encore là avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Merci.